Bonjour, bonjour. Je vous parle aujourd'hui de Ostara et je vous en parle sous un angle particulier qui est le mien. Un voyage dans le féminin sacré, dans une symbolique profonde et peut-être un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre à propos de Perséphone. Ostara, c'est le festival de l'équinoxe de printemps qui a lieu le 20 mars. C'est le moment où le soleil entre dans le signe du bélier et c'est également le moment où la lune, la nuit, la nuit et le jour sont d'égale durée. C'est un moment d'équilibre, c'est un moment de renouveau également. Mais je ne me suis pas présentée. Bonjour, je suis Judith. J'ai créé Astrologie et compagnie et je suis en train de créer la plateforme d'e-learning, c'est-à-dire d'apprentissage, de pratique et d'expérimentation d'Astrologie et compagnie qui s'appelle les Ateliers de l'Invisible. Elle va être finalisée bientôt. Pour vous accompagner, pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles, mais aussi les mondes invisibles. Mon objectif est de vous offrir une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Je suis astrologue, mais j'étais sophrologue de formation, puis encore avant, j'étais universitaire, historienne et historienne de l'art. Et je suis surtout là pour vous accompagner, pour vous guider et pour vous enseigner tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vivre dans l'authenticité et dans la lumière, tout en prenant conscience de nos ombres, toujours. Je vous invite régulièrement à naviguer parmi des idées et des concepts qui sont associés à mes croyances et à mon paradigme, c'est-à-dire à ce qui fait ma pensée, à la fois la mythologie, une connaissance académique des choses, et puis à la fois une perspective tout à fait liée aux questions contemporaines actuelles d'un rééquilibre des énergies entre le féminin et le masculin. D'une transformation du patriarcat qui doit obligatoirement changer de forme, quand bien même il serait actuellement dans une espèce de crise paroxystique où il devient caricatural. Je pense que nous devons travailler à une société beaucoup moins pyramidale, beaucoup moins néolibérale, beaucoup plus équitable. Et cette vidéo, elle fait partie de ce projet-là. C'est pas un projet que... Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui vais changer le monde. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'essayer de faire réfléchir, d'ouvrir les consciences et puis de donner des solutions. Alors là, c'est associé à dans Voyage intérieur, qui est un abonnement dont vous pouvez trouver le lien en description. Il y a un e-book et puis un petit livret d'application avec des questions de journaling et un rituel de type Wiccan, mais qui peut être transformé pour célébrer Ostara, tout simplement. Ostara, c'était la base, c'est l'origine de cette vidéo, et puis après je me suis rendu compte que en vérité Ostara c'est Perséphone, et puis que Perséphone pour moi c'est véritablement un voyage dans le féminin sacré qui nous rapproche de ces questions d'émancipation féminine qui concernent évidemment les hommes aussi. Si on ne considère pas ça comme en lien avec le masculin, on est dans la situation dans laquelle on est maintenant, c'est-à-dire, nulle part. En tout cas, pas là où on a envie d'aller. On va avancer un peu. Le récit mythique de Perséphone. Alors, Perséphone, c'est la fille de Déméter, c'était dans la mythologie grecque, alors dans une version de la mythologie grecque, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Perséphone est la fille de Déméter, donc la déesse de la fertilité et des moissons, et elle est enlevée par Hadès, le dieu des enfers. Il y a là-dedans quelque chose qu'on lit très souvent comme le rapt, le viol de Perséphone, parce que l'ensemble de la mythologie grecque a été émaillé d'histoires de viol et de rapt. Moi j'ai envie de le lire différemment.
Et mon chat a envie que je me taise, alors il va falloir qu'il se taise lui-même. L'histoire, quand même, c'est que Perséphone, elle est en compagnie des Océanides et elle cueille une fleur. Et au moment où elle cueille cette fleur, le sol s'ouvre sous ses pieds et Hadès sort dans son char et l'embarque avec lui. Et Déméter ne supporte pas que sa fille soit enlevée. Elle pleure et elle recherche sa fille éperdument. Mais elle en arrive à arrêter de manger, arrêter de se nourrir et arrêter d'assumer ses devoirs divins. On est dans un chagrin pathologique, hein, un deuil pathologique. On est dans l'extrême. Parce qu'en fait, c'est pas tant la forme que la durée et que l'impact. Zeus le supporte pas, parce que Zeus, il est là pour que les choses fonctionnent, et Déméter, elle fait plus partie du jeu. Alors, il négocie un retour partiel, il négocie avec Hadès d'un côté et avec Déméter de l'autre, que Perséphone passe 6 mois sur Terre et 6 mois aux enfers. Et voilà le cycle des saisons qui naît. Vous voyez que c'est un cycle des saisons qui est bipartite, hein, c'est ombre-lumière, 6 mois pendant lesquels les choses poussent, hein, et 6 mois pendant lesquels les choses ne poussent pas, puisque quand Déméter n'assumait plus ses devoirs divins, les choses avaient cessé de pousser, les plantes, enfin voilà, on était dans une situation où ce que cette déesse devait aux humains, de leur prodiguer, eh bien céréales, etc., c'est Cérès, hein, en latin, Déméter. Donc, Cérès, c'est l'astéroïde aussi du nourrissement, des nourritures, hein, de l'alimentation, mais des nourritures, voilà, terrestres, célestes et toutes les autres, toutes celles qui nous remplissent et nous font vivre. Hein. Ce compromis, il a été aussi fait pour préserver l'équilibre du monde. Donc c'est pour ça que Ostara se passe au printemps. Ostara n'est pas en lien avec la mythologie grecque. Hein. Ostara appartient à la roue de l'année. Et la roue de l'année, c'est une création néo-païenne américaine qui a des racines celtes, qui n'est pas attestée pour tout. Hein. C'est une reconstruction. Mais en tant que telle, c'est tout de même extrêmement valable. Et la roue de l'année, elle a 4 saisons. D'ailleurs, pour les Celtes, il y avait 2 saisons, pour les Grecs, il y avait 2 saisons. Nous, on a des saisons intermédiaires qui ne sont plus tout à fait des saisons intermédiaires actuellement, mais bon. Ostara, l'équinoxe, le retour de Perséphone, tout ça, ça marque le retour du printemps, le renouveau. La terre refleurit sous les pas de la déesse. Voilà ce que ça signale. Pour moi, parce que j'en ai une lecture en fait qui dépasse un peu cette idée-là. Enfin, je suis pas toute seule à l'avoir. Hein, mais il s'agit de l'émancipation d'une femme dans cette histoire. Il s'agit de l'émancipation d'une femme. Bon, le mythe, il est souvent interprété comme un rapt violent. Hein. Perséphone y est victime. Son pouvoir lui est arraché. J'ai envie de voir les choses différemment, parce que en vérité, Perséphone, aux enfers, elle s'épanouit. Elle est heureuse aux enfers, Perséphone. Ça représente une forme d'émancipation, une transformation en reine souveraine. En tout cas, c'est une question que je pose. Au départ, Perséphone, elle incarne l'archétype de la jeune fille innocente, hein, avant l'enlèvement, et celui de la reine des enfers, après son initiation au mystère de la mort et de la renaissance, que représente Hadès. Hadès, je le rappelle, c'est Pluton. Pluton, c'est celui qui dirige le scorpion. Et le scorpion, c'est le signe de la mort et de la renaissance, c'est le signe de la transformation. Je vois dans ce choix de rester aux côtés d'Hadès, parce qu'en vérité, Perséphone ne veut pas retourner chez sa mère uniquement. Eh bien, c'est une affirmation de sa souveraineté par le biais de sa sexualité, parce que c'est dont il est question, puisque Pluton dirige le scorpion. Le scorpion, c'est le signe des tabous. Hein. Alors, dans l'astrologie, le signe qui dirige la sexualité, en tout cas la pulsion sexuelle, c'est Mars. Mais c'est Mars qui dirigeait le scorpion avant. Donc,
avant qu'on découvre Pluton. Il y a la dimension sexuelle dans Pluton, elle est juste de l'ordre du cachet, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est tout ce qui n'est pas, c'est pas une sexualité assumée avec Pluton. C'est une sexualité souterraine, c'est une sexualité taboue. Et la sexualité des jeunes filles est taboue. D'ailleurs, la sexualité des femmes, globalement, est taboue. Pour moi, le voyage de Perséphone aux enfers, c'est un voyage, c'est le voyage que nous devons faire tous, à travers nos ombres, pour admettre ces dimensions de nous qui ne sont pas montrables à nos mères. Et heureusement qu'on a une partie de nous qui n'est pas montrable à nos mères. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'évolution féminine, de l'innocence à la pleine puissance, de fille à femme autonome. Et Déméter, qui est pourtant voilà, l'archétype de la mère, elle a quelque chose, pour moi, d'une mère abusive, hein, une mère toute puissante qui refuse d'accepter la transformation de sa fille. Son chagrin plonge la terre dans la stérilité. Et elle symbolise la douleur de la mère face à l'émancipation de l'enfant. Pour moi, je suis allé trop vite dans mes slides, pour moi il y a vraiment quelque... Oh, il y a... il y a quelque chose de cet ordre-là, de cette puissance, de la douleur maternelle. Elle est la mère, elle est à la fois celle qui donne la vie et celle qui la contrôle. Et je pense que dans ce mythe de Perséphone, il y a une forme d'émancipation par rapport à la mère tutélaire et toute puissante. Et nous devons tous faire le voyage de Perséphone, que nous soyons d'ailleurs un kouroi ou une kóré, c'est-à-dire un jeune homme ou une jeune femme. Un kouroi, c'est le nom des jeunes hommes en grec. Cette distanciation par rapport à la mère, elle a toujours été vécue dans toutes les civilisations, les cultures traditionnelles. Hein. C'est le moment de l'initiation qui souvent se fait par un geste violent, douloureux. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des traditions Apaches, en tout cas des Indiens des plaines, mais bon, les mecs ils se faisaient quand même attacher par des crochets à la poitrine et puis ils tournaient sous le soleil. Enfin bon, c'est genre tu deviens un homme ou tu meurs, quoi. Hein. Eh bien, c'est ce que raconte Perséphone aussi. Hein. Donc, en fait, cette histoire d'initiation-là, elle représente aussi ce que vit une jeune fille quand elle est face à une sexualité qu'elle n'a pas choisie. Hein, parce que quand on marie, et ça existe encore, une jeune fille à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, mais même à 18, quand elle n'est pas en pleine possession de son consentement, parce que voilà quoi, c'est terrifiant. L'association avec Ostara, pardon, c'est l'équinoxe du renouveau. L'équinoxe, hein, c'est l'équilibre parfait, jour et nuit égaux. Ça veut pas dire que c'est stable, parce que par essence, il n'y a pas d'équilibre stable. C'est le retour de Perséphone, hein, c'est le moment où la déesse remonte des profondeurs et le moment où la nature s'éveille. C'est la célébration de la fertilité, Ostara, avec des œufs, des lapins, ça c'est tous les symboles de la fertilité. Ostara, là je vous parle du festival de la roue de l'année, c'est un moment de gaieté, c'est l'équivalent de Pâques. Que on le veuille ou non, les fêtes chrétiennes se sont calées sur les calendriers païens. Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est... D'abord, traditionnellement, les églises se sont construites sur des sanctuaires païens. Tout simplement parce que c'était des lieux où les gens avaient tradition d'aller, et aussi parce que il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir énergétique des espaces, hein, des lieux de la terre, voilà. Les premiers chrétiens n'étaient pas tels que nous sommes maintenant, hein. Ils étaient en lien avec la nature, donc ils avaient parfaitement conscience de la puissance de certains endroits, hein, puissance magnétique de certains endroits. Et puis pour les saisons, c'est la même chose. Quand on voit que Imbolc, c'est la chandeleur, que Ostara, ça se rapproche du printemps, alors il y a des dates très précises, hein, je veux dire, Pâques, c'est une date très précise, qui se calcule aussi par rapport au calendrier lunaire.
tout est expliqué dans le module Ostara de voyage intérieur. Il y a un e-book qui fait je sais plus combien de pages, 25 pages certainement, où j'explique, enfin bon, il y a des spreads aussi, des tirages pour vous aider à clarifier les choses par rapport à vous, énergétiquement parlant, mais il y a aussi tout mon côté universitaire. Alors n'ayez pas peur, j'essaye de faire le plus léger possible, mais quand même, je vous raconte un petit peu toute la dimension historique en fait d'Ostara à l'intérieur de l'histoire. Pourquoi est-ce que moi je reviens à des célébrations païennes alors que ça fait 2000 ans qu'on est chrétien ici et que et 1300 que l'islam existe et 3500 que le judaïsme existe, et moi je me réfère à des à des mythologies, à des pratiques qui n'existent plus. Et bien parce que elles sont associées, intimement associées avec ma vision du monde, mais qu'elles sont également intimement associées avec, je veux dire, toutes les structures religieuses utilisent le schéma énergétique. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais en tout cas, il y a en commun à tout ça quelque chose. Et ce quelque chose, pour moi, c'est la nature. Les rythmes naturels et le système énergétique propre à la Terre et à ses interactions avec les planètes dans le système solaire et avec la représentation symbolique de ces planètes. Donc, Ostara, dans Voyage intérieur, dans le chapitre sur le module sur Ostara, vous avez aussi un coloriage. Parce que, ben voilà, il faut se détendre et faire des coloriages. Oui, il y a des gens que ça détend. Moi pas. Mais moi j'aime bien créer des images. Bon là c'est un début, je suis pas super fière du coloriage, mais j'adore créer des images en vérité. Bon, l'étape, la quatrième étape d'Ostara, et c'est en ça qu'il est associé à Perséphone, je veux dire, c'est parce qu'il y a justement cette intégration des ombres. C'est maintenant, c'est après avoir passé 6 mois dans l'ombre, ou quelques mois dans l'ombre, que nous pouvons mettre en place les choses. Alors évidemment en 2025 c'est particulier puisque nous sommes avec Mercure et Vénus rétrograde, et ça nous demande, Mercure et Vénus rétrograde, d'attendre encore un petit peu. On va pas se jeter dans l'action dès le 20 mars parce que c'est pas du tout une bonne idée. On va attendre qu'avril arrive et que les rétrogradations se terminent. Mais il y a énormément de choses encore à vivre, il y a énormément de choses à intégrer. N'oubliez pas quand même que la période que nous vivons est une période extrêmement transformatrice, c'est une période formidable qui fait donc peur mais qui fait peur pour du bien, c'est une période de crise, encore une fois c'est du grec, ça veut dire que y a derrière la crise il y a la résolution, et c'est dans la résolution qu'on trouvera la sérénité, le bien-être, le soulagement pour tout le monde. J'ai perdu mon idée. Bon, alors on va arriver donc au mystère d'Éleusis. Quel rapport avec le mystère d'Éleusis? Eh ben, c'est le culte de Déméter et de Perséphone qui était au cœur des mystères d'Éleusis. Parce qu'en fait, Déméter, quand elle est dans cette période de chagrin absolu, elle abandonne ses devoirs divins, mais elle abandonne du coup ses droits divins aussi, et elle se retrouve mortelle. Elle erre en tant que vieille femme, et elle arrive au site d'Éleusis, où elle fait des trucs, elle essaye de donner la vie éternelle à un enfant en le trempant dans le feu, en le brûlant par une forme de catharsis par le feu, et ça le fait pas du tout, elle est véritablement dans un deuil pathologique, mais se crée à partir de là un culte très particulier à Éleusis, qui est un des rites initiatiques les plus anciens et les plus secrets de la Grèce antique. On appelle ça les mystères d'Éleusis, et le mot mystère, il est très intéressant parce que c'est ce qui raconte l'histoire de l'origine étymologique de mystère, signifie initiation. En fait, ça vient du grec mystérion, qui lui-même est construit de mustes, initié, et de muéo, fermé. C'est donc des espaces qui ne sont réservés qu'à certains initiés. Et on parle de mystère également pour des choses qui sont complètement différentes, qui se jouaient devant les églises,
au Moyen-Âge, et qui racontait en fait la Bible, parce que comment pouvaient-ils, les chrétiens du Moyen-Âge, avoir accès à ce qui est écrit dans la Bible, et à donc ce qui rythmait leur vie? Eh bien, ils pouvaient pas. Et quand on dit que les cathédrales étaient des monuments illustrés, c'est faux, parce que, ça c'est ma vie d'avant qui revient, mais voilà, c'est faux, parce que les chapiteaux et autres sculptures, non seulement ils n'étaient pas visibles par les humains, parce qu'ils étaient trop hauts, et en plus ils n'étaient pas compréhensibles sans un récit. Et les mystères c'est un mot qui est né au XIIe siècle, et on commence à en voir au XIIe siècle devant les cathédrales, les cathédrales essentiellement. Ce sont des scénettes, en fait, c'est du théâtre religieux. Alors, à Éleusis, ce dont il est question, c'est de traverser un certain nombre de rituels qui vont refaire ce que Perséphone a traversé. Il s'agit du culte de Déméter et de Perséphone, là, donc à partir de le culte, je ne parle pas de l'histoire de Déméter et Perséphone, je parle de son culte. Ils offrent donc aux initiés une compréhension profonde du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, à travers l'expérience symbolique du voyage de Perséphone aux enfers et de son retour à la lumière. Il y a plusieurs étapes, donc d'abord on se purifie, on jeûne, on médite, le corps et l'esprit s'allègent, c'est systématique, ça c'est dans toutes les traditions. Ensuite on entre dans l'obscurité. On chemine dans des grottes, on affronte ses peurs primordiales. Les peurs primordiales, c'est l'obscurité, l'enfermement, le souterrain. Vous voyez que Perséphone, qui accepte d'être reine de ce monde-là, elle signale bien plus qu'un simple rapt. L'ego se dissout, les anciens attachements se défont et l'identité se transforme. Et quand la lumière renaît, quand la lumière revient, l'initié est transformé. L'initié n'est plus le même, et parce qu'il est initié, de toute façon, quelque chose d'une véritable transformation intérieure s'est faite. En plus, elle est partagée, mais bon, ça, voilà. Les mystères d'Éleusis, pour moi, ils sont fondamentaux pour comprendre cette émergence du printemps. Le printemps, ce n'est pas que les petites fleurs et les petits oiseaux. Et je pense que c'est particulièrement important pour moi, parce que je suis née au printemps, et que c'est une saison que j'aime pas. Parce que j'ai toujours l'impression, justement, qu'il manque ce temps d'initiation, qui correspondrait justement au passage par l'ancrage, la ritualisation réelle, la clôture de tout ce qu'on a vécu pendant la période des ombres. Alors la mère archétypale, elle arrive là, donc j'ai dû me planter dans mes slides, mais je trouve important qu'on s'interroge sur cette mère archétypale, parce que je ne vois pas comment on peut dissocier le patriarcat actuel et ses extrêmes, et le fait que ce soit si puissant depuis si longtemps, alors qu'encore une fois, ce n'est pas dans la structure de l'humain. C'est pas essentiel. C'est lié au paradigme, c'est lié à la culture. Je pense que si on conçoit une mère archétypale différente de celle-là, on pourra concevoir un masculin différent. Il y a quelque chose bon, alors, l'amour maternel est puissant et la protection est instinctive, sauf que de Beauvoir nous a appris qu'on ne devient pas mère, on ne devient pas femme, on ne naît pas femme, on le devient, et pour la maternité c'est la même chose. Mais il y a quelque chose dans la mère archétypale qui est de l'ordre de l'instinct. Je parle pas des mères pathologiques, je parle de la mère archétypale. Son chagrin dévastateur plonge la terre dans l'hiver. Elle résiste au changement, elle refuse l'émancipation de sa fille. Et à la fin, elle comprend. En tout cas, elle comprend parce qu'elle a négocié. C'est 6 mois là, 6 mois pas là, pour sa fille. Mais la mère archétypale, elle représente la toute-puissance. Elle représente... je t'ai créé, je te tiens. C'est un discours que tiennent encore, justement, certains hommes,
par rapport à leur femme, quoi. C'est tu n'étais rien avant de me rencontrer, et c'est moi qui tiens entre mes mains ton pouvoir. Et si ton pouvoir, ta vie, quoi, oui, ton pouvoir d'exister. Et si on transfère ça aux mères abusives en général, donc de celles qui créent des hommes qui ne sont pas hors du schéma patriarcal, donc de ces hommes qui ont besoin d'abuser de leur pouvoir, eh bien, il y a peut-être un parallèle à faire. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à reprendre. Alors, on va revenir sur les archétypes féminins du mythe, hein, qui sont la Vierge, la mère, la reine et l'initié. Pour moi, ces 4 archétypes féminins-là sont plus intéressants. Et pourtant, la triple lune, c'est quelque chose, évidemment, qui compte dans ma pratique. La triple lune, c'est la Vierge, la mère et la crone. La vieille, la sage, pas la vieille, la sage. Mais il y a quelque chose pour moi de très important à prendre en considération, justement, l'initié, parce que Perséphone est entre les deux mondes, parce que c'est la gardienne des passages, la guide des âmes en transition, Perséphone et Hécate. Alors, Hécate, c'est une déesse grecque qui est particulièrement chère à mon cœur, mais c'est Hécate qui a guidé Perséphone dans son retour des enfers vers le monde de la lumière. Les résonances contemporaines, pour moi, elles sont très importantes aussi. Elles parlent de la guérison du féminin blessé, mais du masculin également, parce que Smith offre un modèle de réappropriation. La descente dans les ombres devient initiation, la souffrance se transforme en pouvoir, et c'est valable pour les femmes, mais c'est valable pour les hommes. On ne guérira, on ne reviendra jamais, on ne reviendra pas dans le pouvoir que nous devons avoir sur nous-mêmes, hommes ou femmes, si on ne traite pas aussi les blessures du masculin. Elles sont tellement visibles en ce moment, je veux dire, c'est tellement... ça crie de partout, et les femmes aussi sont écrasées. Enfin, de toute façon, le monde est énormément bruyant en ce moment. Les résonances, elles sont aussi dans les cycles personnels, parce que toutes nos vies oscillent entre lumière et obscurité. Ce mythe-là nous enseigne l'acceptation, que chaque phase a sa valeur, et que tant qu'on n'aura pas compris l'essence de chaque phase, eh ben, on va se la remanger sous la même forme. Célébrer Ostara aujourd'hui, c'est honorer nos transformations, c'est accueillir nos renaissances personnelles. Et cette souveraineté féminine, elle est essentielle à dire simplement, sans nuance. Maintenant, nous avons le droit de choisir, de définir notre propre chemin et d'intégrer tous nos aspects. Voilà, indépendamment de nos mères, indépendamment des hommes en général. En tant que femmes, nous sommes également évidemment les filles d'eux, et nous pouvons être les compagnes ou les femmes d'eux, d'ailleurs que ce soit un homme ou une femme. La question n'est pas là, elle n'est pas dans le genre, elle est dans l'essence de l'individu. D'ailleurs c'est vrai pour les hommes aussi. Vous êtes les fils d'eux, c'est indéniable, et cette hérédité-là, il faut la porter. Vous êtes les compagnons d'eux, potentiellement, mais vous êtes vous. Et c'est ce que nous rappelle Ostara. Donc si vous voulez voir un peu ce que je propose dans... Eh bien, vous allez dans Voyage intérieur, il y a le lien en description. Je ne le vendrai pas indépendamment, ce sera toujours à l'intérieur de... ce sera toujours à l'intérieur de cet abonnement. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous. Vous êtes plus fort que vous croyez. N'oubliez pas tout ça. Vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.